Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au sommaire de votre magazine, le commerce de l'opale en Éthiopie. Ces pierres précieuses sont aujourd'hui souvent vendues à prix cassé, principalement en Chine et en Inde. Le secteur se réorganise pour optimiser son exploitation et mieux former mineurs et gémologistes. Après des années d'interdiction, la coupe de bois en forêt de nouveau autorisée au Kenya. Une décision que déplorent les associations écologistes. Pour le président William Ruto, il s'agit de favoriser la création d'emplois. Elles sont intellectuelles, écrivaines, militantes postcoloniales et féministes. 7 femmes qui ont combattu pour les indépendances et contribué à définir de nouvelles identités. Notre invitée, la professeure Annette Joseph Gabriel, les raconte dans son livre « Imaginez la libération des femmes noires face à l'Empire ». Connue pour ses couleurs arc-en-ciel et ses reflets infinis, l'opale a été découverte au nord de l'Éthiopie en 2008. Cette pierre précieuse a depuis propulsé le pays au rang de 2e exportateur mondial. Un commerce qui a rapporté 2 600 000 $ en 2021. Mais son exploitation pourrait rapporter encore plus. Le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour renforcer le secteur, notamment pour former les mineurs et les gémologistes. C'est un reportage de Clotilde Hazard. Au fond des vallées escarpées du Wello, de jeunes hommes s'activent à flanc de montagne, à la recherche de l'opale, à la pioche, sans équipement. C'est très dangereux. Quand il y a des effondrements, cela peut tuer beaucoup de mineurs, parce qu'ils n'ont pas de protection. Parfois, quand les pierres tombent, ils sont coincés dans le tunnel. Quand tu fais ce travail, tu risques ta vie. Organisés en coopérative, les mineurs vendent collectivement les opales trouvées. Mais il manque de moyens et les méthodes d'extraction rudimentaires donnent une opale de petite taille, souvent de qualité moyenne car mélangée à de la roche. Une fois la pierre polie et ses couleurs révélées, 5 grammes valent 175 €. Il y a plusieurs sortes d'opales en Éthiopie, l'opale cristal, l'opale noire, la rouge, la feu. Plus elles sont colorées et plus elles sont précieuses. Après le polissage, elle est prête à être vendue et son prix est fixé en fonction de la couleur, de la forme et de la taille. Reconnaître la qualité de la pierre pour la vendre au juste prix, une compétence encore trop peu répandue. Au ministère des Mines, la World Gem Foundation lance une formation pour que les Éthiopiens puissent mieux tirer parti de leurs richesses minières. Ces ressources sont limitées et nous devrions savoir comment les gérer et en tirer un bénéfice économique. Nous éduquons les gens et je pense qu'après 6 mois, cela va changer la dynamique du secteur. But du programme, former 1000 gémologistes en 10 ans pour se réapproprier le marché des pierres précieuses, aujourd'hui vendues brutes, à prix cassé, principalement en Chine ou en Inde. Un marché d'une valeur potentielle d'1 milliard d'euros contre 10 millions aujourd'hui. Le premier sommet africain sur le climat s'est achevé avec l'adoption d'une déclaration de Nairobi destinée à concrétiser le potentiel du continent dans une croissance verte. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernements africains se sont réunis au Kenya pour adopter une position commune à l'approche des négociations de la COP28 qui se tiendra à la fin de l'année à Dubaï. Le président kényan a appelé à saisir l'opportunité pour les pays africains de tirer profit économiquement du développement des énergies propres. William Ruto qui a toutefois inquiété les défenseurs de l'environnement lorsqu'il a autorisé la reprise de la coupe du bois dans les forêts kenyanes début juillet. L'exploitation forestière avait été interdite en 2018. Voyez ce reportage de notre correspondant Bastien Renouille et Théo Prouveau. Ce garde forestier découvre des dégâts commis durant la nuit. Il y a un arbre ici qui a été détruit. À l'aide d'un GPS, l'équipe note l'emplacement endommagé. De 500 rapports annuels en 2018, ils sont passés à moins de 100 aujourd'hui. Mais avec la fin de l'interdiction de l'exploitation forestière, leur travail pourrait être anéanti. Toutes ces activités sont illégales. Et elles se produisaient alors que l'interdiction était encore en vigueur. Alors maintenant qu'elle a été suspendue, vous imaginez aussi bien que moi, nous sommes en état d'alerte. En réalité, nos gardes forestiers sont lancés dans une course contre la montre, car les gens peuvent venir à tout moment. L'exploitation commerciale des forêts n'est pas leur seule inquiétude. Des millions de personnes en dépendent aussi pour se nourrir. Les gardes forestiers craignent que tous viennent désormais se servir. En grande majorité, les gens préfèrent utiliser du bois plutôt que du gaz. Ils en ont peur.
Donc, entre 60 et 70% des personnes ici utilisent le bois de la forêt. Le moratoire a permis d'augmenter la couverture forestière. 5% du territoire était boisé en 2018, 8% aujourd'hui. Le Kenya promet d'arriver à 30% d'ici 2030, mais avec le retour de l'exploitation, les défenseurs de l'environnement craignent des conséquences catastrophiques. L'an dernier, en 2022, 43 personnes ont été arrêtées pour des coupes illégales, et ce, uniquement dans une forêt, alors que l'interdiction était encore en vigueur. Maintenant que les forêts sont ouvertes et qu'on peut venir y couper du bois, pouvons-nous imaginer que les 30% soient atteints d'ici 2030 ? Je ne pense pas que ce soit possible. Malgré les doutes des ONG, les autorités l'affirment, l'objectif de planter 15 milliards d'arbres au cours des 10 prochaines années est maintenu. Au milieu du XXe siècle, alors que se joue la fin de l'empire colonial français, des penseuses et militantes noires s'engagent au cœur des mouvements de décolonisation. Parmi ces noms, trop méconnus, figurent ceux de 7 femmes, Eugénie Ebouetel, Jeanne Vial, André Bloin, Awa Keïta, Suzanne Césaire, Paulette Nardal et Eslanda Robson. Notre invitée, Annette Joseph Gabriel, met en lumière les parcours de ces héroïnes de l'anticolonialisme dans son ouvrage « Imaginer la libération des femmes noires face à l'Empire », publié aux éditions Rothbo Crick. Bonjour Annette Joseph Gabriel. Bonjour. Alors on vous retrouve depuis Durham aux États-Unis où vous enseignez à la très prestigieuse Duke University. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces 7 femmes ? J'ai choisi ces 7 femmes parce que chacune de ces femmes a joué un rôle très important, en fait, dans la lutte contre le colonialisme en Afrique ou aux Antilles, soit sur le plan politique, qui était le cas, par exemple, d'Eugénie Ebouetel et de Jeanne Vial, qui ont siégé au Conseil de la République, donc au Sénat en France, soit sur le plan intellectuel, pour certaines, comme l'écrivaine martiniquaise Suzanne Césaire, ou bien par leur militantisme, ce qui était le cas de la sage-femme Awa Keïta, qui est devenue députée au Mali après l'indépendance. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, en fait, c'est que même si toutes ces femmes étaient vraiment très engagées, elles avaient des visions complètement différentes sur la libération. Pour certaines, c'était l'indépendance, mais pour d'autres, l'indépendance n'était pas forcément la voie vers la libération. Il y en a qui ont choisi le panafricanisme, d'autres qui étaient pour la départementalisation. Alors, j'ai voulu vraiment montrer aussi la diversité, en fait, dans la pensée politique des femmes noires. Des différences et des divergences, mais toutes ces femmes ont en commun d'avoir été des protagonistes majeurs de la contestation de la domination impériale et raciste et d'avoir contribué à repenser la citoyenneté et les identités, notamment politiques. Oui, elles ont absolument essayé en fait de repenser la relation inégale de pouvoir entre la France et ses colonies. Nous savons aujourd'hui que l'indépendance n'est pas forcément la décolonisation, car il est possible d'être un pays indépendant, mais de maintenir quand même la relation inégale de pouvoir entre métropole et ancienne colonie. Donc pour ces femmes, en fait, il s'agissait vraiment d'un travail, un travail d'imagination, un travail de repenser la relation politique, la relation économique qui existe entre la France et ses anciennes colonies en Afrique aux Antilles, afin d'imaginer un autre monde. Et ce travail de repenser, en fait, ça passait par exemple, reconnaître le discours colonialiste sur, par exemple, le soi-disant infériorité de Noirs, ce genre de discours qui a été utilisé pour justifier l'exploitation coloniale. Donc, pour ces femmes, il fallait d'abord reconnaître ce discours et ensuite le défaire en proposant une autre façon de voir la relation entre les Africains, les Antillais, la France et le reste du monde. Vous consacrez un chapitre à Eugénie Ebouetel et Jeanne Vial, 2 figures moins connues mais qui ont joué un rôle déterminant. Oui, donc Ebouetel et Jeanne Vial sont assez méconnues aujourd'hui, mais à leur époque, en fait, elles étaient vraiment reconnues comme des femmes importantes. Elles se sont appuyées sur leurs expériences dans la résistance française durant la Deuxième Guerre mondiale pour faire appel à d'autres femmes qui partageaient leurs idées, leurs valeurs de liberté. Donc d'autres femmes dans des colonies, non seulement en Afrique et aux Antilles, mais aussi en Asie, par exemple, pour vraiment établir
une sorte de réseau féministe international pour vraiment appuyer leur lutte pour les femmes et les enfants en Afrique et aux Antilles. Vous racontez aussi le parcours d'André Bloin. C'est la question de la rupture avec la métropole qui est au cœur de son combat. Et c'est la mort de son fils âgé de 2 ans en 1944 lorsque l'administration coloniale refuse de lui fournir une carte de quinine qui aurait permis de lui sauver la vie alors qu'il était atteint de malaria, qui est l'élément déclencheur de son anticolonialisme. Oui, donc en fait, cette situation douloureuse va vraiment déclencher la pensée politique et l'engagement politique d'André Blouin. Il faut savoir que Blouin était classifié ou considéré comme métis dans la classification coloniale, puisque son père était français et sa mère était africaine. Et c'était aussi le cas de son fils, qui était aussi classifié comme métis. Quand on pense à la lutte contre le colonialisme, on pense souvent à une lutte qui oppose noir et blanc. Mais dans le cas d'André Blouin, en tant que métisse, elle se retrouvait vraiment à un carrefour. Et pour elle, donc, elle a choisi le panafricanisme comme ce qui allait la permettre, en fait, de vivre pleinement la multiplicité de ses identités. C'est aussi sous l'angle de la rupture avec la France qu'Awa Keïta, sage-femme malienne et première députée de l'Afrique occidentale française en 1959, envisageait son accès à une citoyenneté pleine et entière. Oui, donc pour Keïta, en fait, cette rupture avec la France se fera non seulement avec l'indépendance, mais aussi à travers le rejet de l'hiérarchie de classe. Keïta était sage-femme dans le milieu rural au Mali et donc dans son autobiographie, elle donne vraiment la voix aux femmes de ce milieu rural, des femmes souvent analphabètes qui sont souvent ignorées dans les grands discours politiques. Et donc pour Keïta, cette rupture, c'est vraiment aussi une question de mettre au centre de la question d'indépendance le rôle important des femmes dans le milieu rural. Merci Annette Joseph-Gabriel de nous avoir parlé de Imaginer la libération, un essai passionnant et qui nous en apprend beaucoup sur l'histoire riche et complexe du féminisme noir, publié aux éditions Rothbau Cric. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 24.